L'invité des matins, la matinale politique avec la rédaction Hubert Huertas. Bonjour, rebonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Alors François Fillon et Jean-François Copé sont parvenus lundi à un accord, une sorte de paix armée, dit-on, sur la présidence de l'UMP. Après plus d'un mois de lutte, une nouvelle élection est donc prévue le 15 septembre 2013 avec dépôt des candidatures au 14 juillet, date symbolique si l'année. Nous allons essayer de décortiquer avec vous les conséquences de cet accord, la division de l'UMP, l'action du gouvernement en compagnie de notre invité également, les questions de société dont celle qu'évoquait Hubert Huertas. Je rappelle, Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous êtes député UMP de la 4e circonscription de l'Essonne, maire de Longjumeau et plusieurs fois secrétaire d'État et ministre, le dernier poste en date, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement de 2010 à 2012. Préparant cet entretien, vous me dites attention, faites peut-être pas trop long sur l'UMP parce que même nos militants désormais en ont quand même un peu assez que l'on parle de cette fameuse crise. Je note tout de même que vous avez revendiqué vous être non aligné dans cette crise de l'UMP. Pouvez-vous toujours le rester? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ce non aligné, Nathalie Kosciusko-Morizet? Non aligné, ça veut dire tout simplement que moi je me retrouvais complètement ni dans la ligne, l'équipe de Jean-François Copé, ni dans celle de François Fillon. Je pense qu'il faut aller au bout de ses idées. Pas envie de faire semblant d'être à moitié bien dans une équipe dans laquelle je ne trouvais pas écho à tout ce que je crois et à tout ce que je fais. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on peut choisir quand on le sent. Mais là, moi, ma proposition, ma tentative, ça avait plutôt essayé d'essayer d'incarner une troisième voie. Bon, et puis ça n'a pas pu être fait. La France droite, à cause, votre mouvement. Et ça n'a pas pu être fait à cause des statuts. J'avais envie d'incarner une troisième voie, notamment en parlant des sujets de modernité. Je trouve qu'on est un petit peu trop sur des thèmes anciens et des manières anciennes de les traiter. Et je crois que c'est pas que là-dessus, en tout cas, que nous attend les Français et notre électorat. Et puis, c'est intéressant ce que vous dites, sur les questions de société, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez, effectivement, comme certains le pensent dans la génération qui est la vôtre à l'UMP, que parfois, au fond, l'UMP et la droite en France n'est pas tout à fait forcément en phase avec ce que seraient les mouvements de société qu'il s'agirait d'accompagner, en les débattant, en y réfléchissant, mais d'accompagner plus que d'avoir l'air de les contrer? Faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que la modernité et ce que c'est qu'accompagner les mouvements de société. C'est pas forcément dire oui à tout. Mais il y a des façons innovantes d'aborder des problèmes qui existent depuis toujours, que moi je revendique et que j'essaye de construire avec mon mouvement politique, la France droite. Bon, et puis il y a aussi des évidences. Parmi les évidences, il y a celle que quand il y a un doute sur une élection, on la refait. C'est ça que j'ai voulu d'abord accompagner dans cette querelle à la tête de l'UMP avec la France droite. Des doutes, on a lancé une pétition. Mais à partir du moment où il y a une contestation, dans n'importe quelle élection, pas seulement les élections à la tête des partis, quand il y a une contestation avec le nombre de voix qui sépare deux candidats est inférieur au nombre de voix qui est contesté, le Conseil constitutionnel, il annule l'élection et il fait revoter. Et moi, j'ai lancé dès le mercredi qui a suivi l'élection, à l'époque d'ailleurs, dans les deux camps, personne n'était vraiment chaud pour ça, mais il dit, voilà, à partir du moment où il y a contestation, on a besoin d'une direction légitime. Le seul moyen de la relégitimer, c'est de se tourner vers nos militants, de leur rendre la parole. Et j'ai lancé une pétition avec mon mouvement politique qui a recueilli quand même plus de 42 000 signatures sans moyens particuliers, de manière juste virale. Moi, j'ai pas les fichiers de l'UMP, donc c'était sans l'envoyer à tous les adhérents de l'UMP. C'est pas bien qu'il les a d'ailleurs, objectivement. D'après si on en croit Henri Guénaud. Mais en tout cas, qui a permis à nos militants, nos adhérents, nos sympathisants de rendre lisible quelque chose que je sentais par ailleurs dans toutes les assemblées générales de fédérations, de circonscriptions auxquelles j'ai pu participer, qui étaient de plus en plus nombreux. Ils souhaitaient qu'on revote. C'est pas pour la passion du vote, hein. Franchement, ça m'amuse pas forcément d'avoir à réorganiser quelque chose, mais c'est pour avoir une direction légitime, pour éviter l'explosion du mouvement politique vers laquelle on était en train d'aller, et pour pouvoir tout simplement enfin faire notre travail, qui est le sens de la remarque que je vous faisais tout à l'heure sur ce plateau, qui est un moment où on voudrait parler d'autre chose que de notre organisation interne, on voudrait s'adresser à nouveau à tous les Français et puis faire des propositions sur les sujets qui les concernent. Est-ce que vous ne risquez pas, avec ce vote qui aura donc lieu en septembre, vous ne risquez pas de ne parler encore que de vous pendant de longs mois? Et puis, autre question, quelques jours avant cet accord, vous déclariez « J'ai peur qu'on s'installe dans le statu quo ». Est-ce qu'on n'y est pas un petit peu? Nathalie Kosciusko-Morizet. Sur la question de la date, moi, septembre, c'est pas ma préférence. Si on avait pu le faire le plus vite possible. Et d'ailleurs, moi, je pensais que même juste revoter entre les deux mêmes pour avoir enfin un résultat
de qualité, enfin un résultat incontesté. Dans les semaines qui suivaient l'élection, c'était déjà bien. C'est-à-dire, voilà, je suis pour qu'on sorte le plus vite possible du drame, et c'est vrai que septembre, ça peut paraître loin. Après, c'est un accord qu'ils ont entre eux, on va quand même pas gâcher notre plaisir, il a été suffisamment difficile à obtenir. Est-ce que vous êtes prêt à l'UMP à analyser les causes de ce qui s'est passé dans cette crise, ou bien est-ce que vous allez renvoyer Copé, Fillon? Est-ce qu'il y en a un qui est plus coupable que l'autre dans cette affaire? Je vais vous donner mon point de vue sur les causes de cette crise. On a eu un président qui a été pour toute la droite un référent et qui exerçait une autorité forte à droite, Nicolas Sarkozy. Après le 6 mai, Nicolas Sarkozy a choisi de se mettre au moins en retrait, en réserve. Et c'est un choix qu'il faut respecter, parce que c'est avant tout un choix très, très personnel. Je pense que tous ceux qui ont été tentés soit de l'imiter, soit de le remplacer. Il y a deux démarches. Il y a eu deux démarches qui ont existé, l'imitation ou le remplacement, ont été à côté de ce qu'attendaient nos militants, et que c'est une partie de la raison de ce résultat 50-50. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est parti que la place est complètement libre. Nos militants ont envie d'une équipe... Les deux corps du roi restent présents. Nos militants, ils ont envie d'une équipe qui anime le parti, mais ils n'étaient pas disponibles pour accepter tout de suite ni un remplaçant, ni un imitateur. Voilà, je pense que c'est ça le nœud, le fond du problème. Bon, et puis il y en a un autre qui est un petit peu plus technique, mais c'est que un duel... c'est toujours très agressif. Vous savez, dans les élections traditionnelles, les élections pas à tête des partis, quand il y a scrutin majoritaire, uninominal, etc., c'est pas pour rien qu'il y a plein de candidats au premier tour, et puis un temps très très réduit entre les deux tours, soit une semaine pour une législative, soit 15 jours pour une présidentielle, parce qu'on sait, parce que le constitutionnaliste sait, dans sa grande sagesse, que le moment du duel, c'est un moment où ça devient plus agressif, ça devient plus personnel, éventuellement d'ailleurs, le débat perd un peu en contenu en termes d'idées, voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Nous, on s'est fait ça pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que vous voulez, ça s'est pas bien passé. Et vous admirez du coup l'organisation des fameuses primaires socialistes qui a été saluée par plusieurs militants du UMP en disant au moins quand même ils avaient réussi leur les primaires. On parle des primaires, on ne parle pas du congrès. Les primaires. Et sur les primaires socialistes, on l'a entendu, ils ont eu plusieurs candidats. Et c'est une des clés pour avoir un bon débat. Et plusieurs, c'est plus que deux. Vous savez, chacun en fait l'expérience dans sa vie personnelle. Quand vous êtes dans un tête-à-tête, ça peut être une relation de séduction, ça peut être une relation de concurrence, mais il y a quelque chose de très personnel. Voilà, l'humanité, elle est faite comme ça. Il y a des effets de miroir qui font que dans le tête-à-tête, il y a quelque chose de très personnel. Si vous voulez avoir un vrai débat avec des idées, c'est mieux de commencer à plusieurs, c'est-à-dire plus de deux, quitte après à en sélectionner deux pour la phase finale. Pour la prochaine élection précisément, François Fillon avait dit qu'il n'irait pas, finalement il réserve. Est-ce que vous souhaitez qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas? Puis même question pour Jean-François Copé, est-ce que vous pensez qu'il serait plus sain que ce soit de nouveaux candidats qui se présentent ou bien... Attendez, on va en parler bien sûr. Hein. Je suis pas le porte-parole ni de l'un ni de l'autre, et à partir du moment où j'ai pas le souhait sur le sujet, à partir du moment où il y a élection, la candidature est libre, c'est à eux de décider de ce qu'ils veulent faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le souhait des militants, et j'ai une idée assez précise sur le sujet. Alors je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de savoir si on remplace, on imite Nicolas Sarkozy ou on trouve autre chose. Aujourd'hui, à mon avis, nos adhérents, ils ont envie de collectif. Si on réussissait à faire une équipe et une animation collégiale de l'UMP, on serait au rendez-vous de leurs attentes. Et en plus, on peut le faire. On peut le faire pourquoi? Parce que maintenant, on va avoir des primaires. Par le passé, celui qui dirigeait le parti, c'était assez naturellement celui qui était candidat à l'élection présidentielle. Donc il n'en fallait qu'un. Il n'y a qu'un candidat à l'élection présidentielle. Dans la tradition de la droite, en plus, de s'incarner dans un chef. On s'imposait, il y avait quelque chose assez... Bon, là, on va avoir des primaires en 2016. Puisqu'on a des primaires, on n'a pas le même besoin d'avoir une tête à la présidence du parti. Et moi, je pense que si on en prenait acte et qu'on acceptait, par exemple, de modifier nos statuts dans un sens qui fasse plus de place au collectif, eh ben, on serait mieux au rendez-vous de l'attente de nos militants. Quelque chose de collégial aujourd'hui. En plus, dans la préparation d'élections, comme les élections municipales, qui sont des élections d'équipe, des élections de liste. Puisque vous faites référence à Nicolas Sarkozy, donc on n'a pas réussi à remplacer, vous faites référence aussi à un collectif. Est-ce que vous allez pouvoir faire l'économie du fameux inventaire? À savoir, parce que Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup de choses. Nicolas Sarkozy, c'est Patrick Buisson,
dont vous avez pensé qu'il le tirait vers Maurras. Nicolas Sarkozy, et puis Nicolas Sarkozy, c'est également l'ouverture. Il y a Sarkozy 2007, puis Sarkozy 2012. Voilà, vous avez raison de le dire, Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup de choses. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de ce fameux inventaire ? Nicolas Sarkozy, c'est une synthèse. Et ça a Est-ce que la synthèse, c'est pas seulement lui-même avec des contradictions à l'intérieur ? Mais attendez, on a tous des contradictions. Et qu'il y a un homme politique à un moment pour les porter et pour les résoudre, est-ce que c'est pas une belle chose, une grande chose, et justement une part de ce qu'on attend du politique ? Vous pensez que les Français, ils n'ont pas des contradictions ? Moi, je pense qu'ils sont faits de contradictions. Mais je pense que ça pourrait être une là, définition de la nation française. Toutes ces contradictions comportent. Maintenant qu'il n'est plus là ou qu'il ne serait plus là, on verra bien s'il revient ou pas, est-ce que ça vous amène pas à faire le tri et à choisir dans ces contradictions ? Pour moi, le sarkozysme, c'est une synthèse. C'est ça sa force. Une synthèse entre des valeurs de droite très affirmées, traditionnelles, travail, autorité, responsabilité, et une énergie, un non-conformisme parfois, une ouverture au monde, une capacité, et souvent même une volonté, même un plaisir à faire exploser les cadres de pensée traditionnels, qui a fait sa force en 2007. Je pense que c'était toujours ça, peut-être encore plus ça en 2012, mais qu'on a réussi moins bien à le rendre lisible pendant l'élection présidentielle. En tout cas, pour moi, c'est ça, c'est une synthèse. Et l'erreur, semble-t-il, depuis des uns ou des autres, c'est de vouloir revendiquer seulement telle ou telle dimension de cette synthèse. Ce qui revient à placer le débat politique sur une espèce de critères, de règles monodimensionnelles. Je passe sous l'œil attentif d'Étienne Klein qui est resté dans le studio, je voudrais pas dire de bêtises, mais bon, je vois quelque chose de monodimensionnel, une seule dimension. Est-ce qu'on est plus à droite ou moins à droite ? Eh ben là, on se trompe. La politique contemporaine, ça n'est pas ça. Ça, c'est un débat quasiment des années 30. C'est un débat idéologique. Plus à droite ou moins à droite. Êtes-vous, bien sûr. On connaît vos convictions et celles de quelques-uns de vos collègues, comme François Baroin. Ce n'est pas monodimensionnel. Vous pouvez être plus européen ou moins européen, plus angoissé sur les questions d'identité ou moins angoissé sur les questions d'identité, plus libéral ou moins libéral. Il y a de nombreuses dimensions dans la politique et notamment à droite parce qu'il y a plusieurs familles politiques. Et je refuse de me laisser enfermer dans le seul critère est-ce que je suis plus ou moins à droite que vous. Certains vous disent que même vous si ne la pourrez réponse pas. apparaîtra certainement évidente à certains de nos auditeurs. Certains vous disent que vous ne pourrez pas tenir au fond un parti qui, de plus en plus pour certains, dans la solution de survie, est de faire alliance avec des idées plus à droite et d'aller donc vers le Front National. On oublie quand même, il ne faut pas oublier le troisième courant qui a fait un beau succès aux élections de l'UMP. Bien sûr que ça existe, mais c'est pas parce que c'est pas parce que certains le pensent que c'est pas une erreur. D'abord, moi je pense que dans ce concept de droitisation, il y a beaucoup de marketing. C'est intéressant, hein, les sondages, tout ça c'est bien, mais il faut les écouter et puis après décider par ailleurs. Le sondeur décide pas de la ligne. Pourquoi ? Parce que justement, c'est réducteur. C'est là pour ça. C'est là pour ça. Je veux dire, il faut prendre chacun pour ce qu'il peut faire, pour ce qu'il est. Le sondage, il est là pour vous donner une idée simplifiée, donc peut-être plus compréhensible et plus accessible, mais moins vrai, moins de la réalité. Parce que la réalité, elle est complexe. Et la réalité d'une personne, d'un électeur, d'un militant, ne se laisse pas enfermer sur ce seul critère. Est-ce que je suis plus ou moins à droite ? Par le passé, quand vous étiez européen, on disait que vous étiez centriste. Quand vous étiez angoissé sur les questions d'immigration et d'identité, on vous mettait très à droite de la droite. Aujourd'hui, vous pouvez être les deux à la fois. Toute petite question. Allez, pour concrétiser les choses, par rapport à la synthèse dont vous parlez, vous venez de parler d'une synthèse, est-ce que dans la synthèse, votre synthèse politique, vous êtes prête à travailler avec Patrick Buisson ? Mais moi, je travaille avec tous les politiques. En revanche, je pense que les sondeurs, les communicants, ont leur place dans le monde politique. Et c'est bien quand c'est leur place. Pas quand on les mélange ou on les associe trop à la décision. Je veux vous dire, je suis pas pour le mélange des genres en aucune manière. Patrick Buisson, c'est quelqu'un qui a une analyse très intéressante de la société, très percutante, mais ça reste une analyse de la société. Si on veut faire de la politique, à un moment, il faut passer par l'élection. C'est vrai pour tout le monde. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que vous allez déposer votre candidature avant le 14 juillet pour la présidence de l'UMP, pour les élections du 15 septembre 2013 ? Ça n'a aucune actualité, j'ai bien le temps d'y penser. Vous le dites vous-même, c'est avant le 14 juillet. Qu'est-ce que vous ferez le 14 juillet ? Racontez-moi. Je regarderai si vous avez déposé. On ne déposera pas notre candidature, c'est sûr. 8h16, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Dans les régimes parlementaires de type classique, tout est assez simple. En cas d'alternance, le chef du principal parti d'opposition est le candidat naturel au poste de Premier ministre. Ainsi, connaît-on déjà le nom du futur Premier ministre britannique en cas de défaite de la coalition conservateurs libéraux ? Il s'appelle Ed Miliband.
Dans notre système à nous qui relève de la logique présidentielle, les choses sont plus ouvertes et donc plus complexes. C'est évident à gauche, où le premier secrétaire du Parti socialiste est le chef de file de la motion arrivée en tête au dernier congrès. C'est un personnage assez consensuel, souvent choisi parmi les élus un peu ternes, peu susceptible à ce titre de faire de l'ombre aux authentiques présidentiables. Pensons à l'actuel titulaire. Ou plus charitablement, à la manière dont François Hollande a dû se débarrasser de son image d'ancien premier secrétaire pour accéder enfin au statut de présidentiable. À droite, c'est plus ambigu. Mais dans la famille néo-gaulliste où la culture présidentialiste fait partie du code génétique, la légitimité du candidat à la fonction suprême se construit bien sûr au sein du parti, mais surtout dans un rapport de type charismatique avec le peuple, l'opinion. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la dernière guerre des chefs, celle qui a opposé le Premier ministre sortant au patron du parti pour la désignation au poste de président de l'UMP. Comme dans le cas du duel qui avait opposé Martine Aubry à Ségolène Royal au congrès de Reims, les rivaux font match nul. Cas de figure suffisamment improbable pour n'être pas suspect. Du coup, le perdant déclaré refuse le verdict. Mais à gauche, la discipline de parti incline la partie perdante déclarée à s'incliner. À droite, les haines personnelles ne connaissent pas cette atténuation, c'est pourquoi les guerres de chefs y sont récurrentes. Mais la vraie question que pose le duel Fillon-Copé est la suivante. S'agit-il d'une querelle d'ego ou d'une bataille idéologique entre deux lignes politiques alternatives ? Il y a bel et bien deux lignes au sein de l'UMP. Mon distingué confrère Guillaume Tabar distingue ainsi une ligne libérale, qui, je cite, parie sur l'efficacité de l'action, d'une droite nationale qui entend répondre aux besoins de sécurité et de frontières, éprouvés en particulier par les habitants du périurbain. Mais d'après le commentateur politique des Échos que je viens de citer, ces deux lignes sont respectivement incarnées par Dominique Régnier et Patrick Buisson, et non pas par François Fillon et Jean-François Copé. Bien sûr, la gauche, qui joue à faire peur, en cherchant partout et depuis 30 ans, mais en vain, les indices d'un accord électoral imminent entre la droite républicaine et le Front National, cette gauche essaie de présenter l'un des camps en présence comme prêt à cette compromission. Mais enfin, qui peut soupçonner ce brave monsieur Raffarin, incarnation même de la droite libérale, mais parrain de Jean-François Copé, de rêver d'un accord avec le FN ? Et la présence d'Éric Ciotti, représentant patenté lui de la droite nationale, dans la garde rapprochée de François Fillon, démontre qu'il ne néglige pas la pointe de cette droite décomplexée. Preuve qu'il s'agit bien d'une guerre des chefs et non pas du tout d'une lutte idéologique. Marine Le Pen se léchait déjà les babines à ce pénible spectacle. Elle escomptait que le public, lassé de ces pathétiques batailles d'ego, accourrait en masse vers le Front National, devenu comme dans ses rêves la dernière force d'opposition crédible. Les trois partiels qui ont eu lieu dimanche dernier ont démontré qu'il n'en était rien. C'est l'UMP qui bénéficie de la montée des désillusions envers le gouvernement et emporte d'un coup les 3 sièges qui étaient à pourvoir, en ravissant un au PS dans l'Hérault, un à l'UDI dans le Val-de-Marne. Mais combien de temps l'UMP pourra-t-elle espérer préserver sa crédibilité quand celle de ses 2 principaux animateurs sort très abîmée de leur duel fratricide ? La chronique de Brice Couturier à télécharger et réécouter sur franceculture.fr. Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui. J'ai déjà dit tout ce que j'en pensais tout à l'heure, alors je veux bien qu'on y revienne. Et la crédibilité de l'UMP ? La crédibilité de l'UMP, elle est dans ses propositions. Et c'est vers ça qu'il faut revenir, faire notre travail de fond. Alors évidemment, le processus démocratique a été raté, il est indispensable que le prochain soit parfait. J'ai proposé hier au bureau politique qu'on essaye même, c'est un peu provocateur, mais bon, de faire d'un mal un bien. De se donner comme objectif, puisque le processus démocratique a été tellement raté cet automne, que le prochain soit parfait et innovant. J'ai proposé qu'on aille faire du benchmark un peu dans les autres pays d'Europe, à l'étranger, pour voir comment ils organisent leur processus démocratique. Mais je vous vois sourire, mais c'est sérieux. C'est pas évident, la démocratie interne dans les grands partis politiques. Vous citiez tout à l'heure le Parti Socialiste. Franchement, le congrès de Reims, ça n'a pas été une grande réussite. Et le dernier processus qu'ils ont pris pour choisir leur premier secrétaire, ils se sont mis à 3 dans un bureau. Donc je vous rappelle, il y en avait 3 qui votaient. Il y avait Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry et François Hollande. Mais vous savez quoi ? C'est le minoritaire qui a gagné. Parce que Harlem Désir, il avait qu'une voix, c'était celle de François Hollande. Alors c'est vrai que c'était le président de la République qui pourtant avait dit qu'il se mêlerait pas de la vie des partis politiques et
avec une voix sur 3, il a gagné. Vous parlez d'une démocratie? Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Et moi, j'ai envie qu'on essaye de, allez, soyons fous, de sublimer ce mauvais passage pour devenir des modèles. Allez, la dernière question sur cette question-là, puisque vous parlez de sublimer, puisqu'après tout, on vous s'est farouchement opposé au Front National et à la dérive droitière de l'UMP. Pourquoi vous restez à l'UMP et vous n'allez pas rejoindre Jean-Louis Borloo? Je vois pas le rapport avec sublimer. Puis l'UMP, c'est mon parti politique. L'UMP, c'est ma famille politique. Il y a des commentateurs qui voudraient absolument que l'UMP soit acculé à se marier un jour avec le Front National. Mais quelle erreur! Le Front National, pour moi, c'est à peine vraiment la droite. Je récuse cette idée qu'il y a une... Vous l'avez écrit, effectivement, oui, déjà. Mais je récuse cette idée que le Front National, c'est la droite en plus radicale. Le Front National, il a d'autres origines historiques, idéologiques. Ça n'a rien à voir avec ma famille politique. Alors, passons à d'autres sujets avec vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, et notamment la fameuse MAP, la modernisation de l'action publique. Vous savez donc que le gouvernement a lancé avant-hier cette fameuse modernisation de l'action publique, la MAP, chantier dont le but est d'améliorer les services publics, ce qui va permettre de dégager de nouvelles économies budgétaires. Vous avez publié hier une tribune dans les Échos où vous fustigez la gestion socialiste de cette nouvelle MAP. En quoi, cela dit, est-elle pire que celle de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet? D'abord, moi j'ai une requête. Je voudrais que le gouvernement nous produise un petit guide de toutes les commissions. Parce que là, j'ai beaucoup de mal et je suis sûre que nos auditeurs sont dans le même cas. Toutes les semaines, il y en a des nouvelles. On les annonce une fois, après on ne sait pas... Le changement, c'est maintenant. On ne sait pas quand elles se réunissent, on ne sait pas à quel terme elles vont rendre des conclusions, et puis on ne sait, à vrai dire, pas s'il y aura des conclusions. Bon, je vous récapitule les faits quand même, concernant la fameuse MAP. On avait... Le mot n'était pas plus joli, hein, la RGPP, en révision générale des politiques publiques. En fait, c'était un système managé d'assez près par l'Élysée, qui consistait à passer en revue toutes les politiques publiques et à essayer de faire des économies et du même mouvement d'être plus efficace. C'était en fait largement fondé sur une norme qui était le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Alors dans certaines administrations, on allait un peu plus loin qu'un fonctionnaire sur deux. Dans d'autres, on allait moins loin. C'était pas une norme appliquée de manière, si vous voulez, bêtement stricte, mais c'était une norme et pour y déroger, il fallait... Bon, ça avait ses défauts, comme toute norme, mais ça avait ses qualités, c'est que ça a permis d'avancer. Ça a été très critiqué par la gauche, qui disait c'est scandaleux, un fonctionnaire sur deux, c'est beaucoup plus dur. Bon, ça a permis d'économiser, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui a été fait pour Jean-Marc Ayrault, 12 milliards d'euros en 5 ans. 12 milliards d'euros en 5 ans. Souvenez-vous du chiffre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement cherche 60 milliards en 5 ans. Aujourd'hui, le gouvernement a dit, là aussi, ce sont des chiffres, Jean-Marc Ayrault, nous avons besoin de 50 milliards pour l'équilibre général des comptes, plus 10 milliards, et en fait, c'est plutôt 15, pour toutes nos nouvelles dépenses. Donc nous cherchons, au bas mot, 60 milliards, plutôt 65. Je prends 60 pour la facilité du chiffre. Pourquoi je prends 60 pour la facilité du chiffre? Parce que 60, c'est 5 fois 12. Donc le gouvernement veut, en 5 ans, faire 5 fois plus d'économies que la RGPP nous a permis d'en faire en 5 ans. Donc l'équivalent tous les ans d'une RGPP. C'est courageux, non? Pour y applaudir. Mais le problème, c'est que dans les mots, c'est facile d'être courageux. Maintenant, il faudrait venir dans les faits. Et dans les faits, il n'y a pour le moment absolument aucune mesure proposée pour réduire les coûts. Et plutôt que de poursuivre sur la voie courageuse, qu'on avait mis en place, et pas facile, hein, parce que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, moi je l'ai vécu à la tête de mon administration, c'est pas vendeur, hein. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait une grève parce qu'on déplaçait chez France Bleu un journaliste qui était à Guéret. Vous vous rendez compte, dans une administration de 65 000 personnes, quand vous faites le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, je vous assure que c'est pas facile, mais on le fait. Et là, ils annoncent des objectifs 5 fois plus importants, donc les annonces sont fracassantes, mais derrière, il y a zéro proposition de mesure pour économiser les coûts. Et c'est pire que ça, c'est-à-dire que tous les jours, on nous annonce de nouvelles dépenses, là où il faudrait de nouvelles économies. Vous savez à quoi elle me fait penser, cette nouvelle commission? Il y a une crue, là, l'eau monte, et puis on fait une commission pour savoir s'il y a de l'eau. Et pendant qu'on fait la commission pour savoir s'il y a de l'eau, elle continue à monter. Brice Couturier. Enfin, il faut quand même donner acte à ce gouvernement d'avoir pris la mesure de l'endettement public, de son caractère insoutenable et d'avoir fixé des objectifs extrêmement précis et ambitieux en matière de réduction des déficits. 3% dès l'année prochaine, 0% en fin de mandat. Le gouvernement, on voit bien avec la modernisation de l'action publique que le rabot est manié en réalité par le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, avec association de la ministre de la Fonction publique. Donc les ministères savent à quoi
s'attendre. Par ailleurs, mais il y avait dans la façon dont vous avez procédé quand vous étiez au gouvernement un côté très systématique. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, oui, ça peut justifier... Ce que semble vous reprocher juste d'un mot, Marie-Lise Lebranchu a l'air de vous répondre au fond dans Le Monde en disant qu'au fond votre méthode à vous était une méthode une vision strictement budgétaire et qu'elle a échoué. Ah bah, de toute façon, la vision du gouvernement est encore plus budgétaire. J'accepte toutes les critiques. Mais j'accepte toutes les critiques, mais Marie-Lise Lebranchu, le problème c'est qu'elle n'a pas de méthode. Donc elle peut toujours critiquer celle qu'on a mise en œuvre, elle n'a pas de méthode. Je vous donne un exemple très concret, les contrats de génération. Alors, on a annoncé qu'on allait mettre en place un contrat de génération. Je rappelle pour nos auditeurs, en gros, si une entreprise embauche un jeune en gardant un senior, elle a droit à un allègement de charges. C'est une façon un peu innovante de revenir à un outil classique qui est l'allègement de charges pour essayer d'améliorer la compétitivité des entreprises. Bon, ça va coûter 1 milliard d'euros. Eh ben, c'est pas financé. Et alors, le gouvernement annonce la mesure, comme beaucoup de mesures, sans annoncer le financement. Il dit, pour commencer, on va prendre les fonds sur Pôle emploi. Je vous rappelle que Pôle emploi est totalement déficitaire. Et puis, on reviendra vous voir dans 3 mois, à l'issue d'une des nombreuses commissions qui sont créées, et on vous dira comment on fait. Vous voulez que je vous dise, dans 3 mois, on ne reviendra pas vous voir. Les 60 milliards, vous ne saurez jamais comment on les économisera. Parce que ça va se finir avec encore des nouveaux impôts. À afficher d'un côté des objectifs extrêmement ambitieux, 60 milliards c'est ambitieux, je vois une moue qu'il faudrait en effet atteindre, et de l'autre côté à ne mettre en œuvre aucune mesure sérieuse et structurelle. Hier encore François Hollande devant un panel de patrons de haut niveau a expliqué que la tranche à 75% ne durerait que 2 ans et qu'il estimait lui-même que le niveau de prélèvements fiscaux, de prélèvements obligatoires dans ce pays avait atteint une limite et qu'il ne voulait pas dépasser cette limite. Au contraire, il veut revenir en arrière. Donc la voie des impôts, elle est fermée. Il reste la voie des économies. Et, enfin, un engagement du président de la République, c'est quelque chose de sérieux. Il reste la voie des économies. Oui. Il y a des pistes qui sont en ce moment proposées par le gouvernement lui-même. Par exemple, le gouvernement entend remettre à plat les aides au logement. Elle dévore 4% du PIB en France contre 0,8% en Allemagne, avec des résultats finaux qui ne sont pas très différents. Là, voilà une marge de manœuvre colossale sur laquelle on pourrait peut-être effectivement faire quelques économies. Donc il y a des pistes qui sont données. Il y a la réduction du nombre de fonctionnaires, elle est indispensable et je pense que tout le monde en est conscient, mais il y en a d'autres. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Nathalie Kosciusko-Morizet, ça fait 6 mois maintenant que François Hollande est là. Il nous a expliqué pendant la campagne présidentielle qu'il se préparait assidûment depuis 2 ans. Depuis 6 mois qu'il est arrivé, les fameuses pistes que vous évoquez restent des pistes. On n'a rien de concret sur la réduction des dépenses. Absolument rien de concret. Et en fait, c'est parti pour 6 mois de mieux. Puisque ce qu'on nous annonce avec votre fameuse map, c'est qu'on met en place des commissions dans lesquelles on va discuter, parce que c'est mieux de faire les choses en discutant. Vous savez, encore une fois, la RGPP... Il vaut mieux concertation qu'un fonctionnaire sur 2 de manière brutale et automatique. Je vous confirme que c'est pas facile à vivre. Mais quand vous êtes à la tête d'une administration, vous n'avez pas tellement envie qu'on réduise votre budget. Et vous n'êtes pas le mieux placé pour dire où on va couper les effectifs. Donc, à un moment, si vous voulez amener ce processus-là et faire des économies, il faut le guider un peu plus que simplement avec une déclaration d'intention d'un président de la République, sur lequel je ne partage pas votre optimisme, parce que ces propositions et ces engagements, il y en a déjà beaucoup qui ne l'ont pas tenu. Ouais. Je voudrais qu'on écoute notre expert en économie sur ces questions, Agnès Bella-Siquéré. Ben oui. Vous avez raison de mettre en avant l'ambition de cette réduction des dépenses publiques. Justement, cette ambition implique un changement de méthode, parce que on peut réduire un petit peu en rabotant de manière horizontale tous les budgets, mais quand on veut chercher 60 milliards, c'est pas comme ça qu'on va les trouver. Et donc l'enjeu, il est vraiment lourd. L'enjeu, c'est d'arrêter un certain nombre de politiques, de fermer des directions. C'est ça l'enjeu. Et donc c'est extrêmement lourd en termes de ressources humaines. Et je pense que c'est assez normal que ça prenne un peu plus de temps. Je vais venir un petit peu au secours de cette stratégie qui n'est pas encore... C'est pas gagné, c'est pas gagné. Mais c'est normal que ça prenne plus de temps, parce que ça concerne vraiment des politiques entières. Et là, il y a une méthode... Au sens des décisions lourdes de fermeture. Voilà, je vois du côté de l'évaluation des politiques publiques, qui est quelque chose que je connais un petit peu, où avant de décider avant de mettre en évidence qu'une politique est inefficace, c'est assez compliqué. Il y a une méthode, il faut des données, il faut comparer la population traitée, la population non traitée, et voir véritablement l'efficacité. Allez. Donc, voilà, c'est un peu... Nathalie Kosciusko-Morizet, et on passe à notre thème ensuite. Vous n'avez pas l'impression qu'on a menti aux Français ? Parce que pendant la campagne présidentielle, François Hollande a fait comme si il n'y avait pas de problème
que le problème, c'était Nicolas Sarkozy. Et il n'a pas beaucoup parlé de la dette, hein. Il n'a pas beaucoup parlé de la réduction des déficits, il n'a pas beaucoup parlé de la réforme des politiques publiques. Vous vous souvenez du budget de la culture? Attendez, je vous dis juste un truc, le budget de la culture. Alors, pendant la campagne interne au Parti Socialiste, je crois qu'il y avait Martine Aubry qui voulait le doubler. François Hollande avait dit non, on le maintiendra et on l'augmentera si on peut. Rappelez-moi, ils ont fait combien? Moins 6%. Et c'est le coup de rabot, comme vous dites, de la première année. Parce que l'année suivante, ça va se poursuivre. Vous n'avez pas l'impression qu'on leur a menti aux Français? Moi, je comprends pourquoi ils sont exaspérés aujourd'hui. Hubert Huertas. Oui, pour une question qui va nous servir peut-être de transition en venant au fond à la leçon politique de ce qu'on peut tirer de ce que vous affirmez. Au fond, on a un gouvernement qui affiche des objectifs extrêmement ambitieux, beaucoup plus ambitieux que aucun gouvernement probablement ne l'a jamais fait auparavant. Vous avez un scepticisme radical sur la mise en place et sur la réussite de ces objectifs. Si les choses se passent telles que vous les envisagez, cela veut dire que d'ici 1 an et demi, 2 ans, ce gouvernement sera dans une situation intenable. Est-ce que ce matin, vous nous annoncez une crise majeure dans 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, parce que c'est ça qui est contenu dans votre scepticisme radical. Hubert Huertas, d'abord, je ne jouerai pas les Cassandres et moi je ne souhaite pas les malheurs de la France. Oui, mais... Donc je souhaite, je vous dis quelque chose qui va peut-être vous surprendre, je souhaite que le gouvernement réussisse. Simplement, je constate des faits. D'abord, contrairement à ce que vous dites, le gouvernement n'est pas plus ambitieux que l'était Nicolas Sarkozy. Quand vous regardez les propositions de trajectoire de retour à 0 déficit, François Hollande était moins ambitieux. Ça faisait 1 an de décalage, 1 an plus tard, ce qui est plus cher, hein, parce que plus on le fait tard, plus c'est cher, 1 an plus tard que ce que proposait Nicolas Sarkozy. Surtout pour le moment, il est moins efficace. Je vous rappelle les chiffres sur l'année 2011 de mémoire, on devait faire 4,7% du PIB en déficit, finalement, on a fait 4,2%. On a été meilleur que l'objectif, parce qu'on a tenu... même si c'est pas facile, aujourd'hui on a un gouvernement qui annonce des choses qui sont sans rapport avec ce qu'il disait pendant la campagne présidentielle, ce qui je trouve pose déjà un problème d'honnêteté. Il affichait le retour à 3% pour l'année prochaine. Enfin, l'exemple du budget de la culture que je viens de vous citer, oui. Vous n'avez pas répondu. Ça vous choque pas, vous, qu'on dise pendant la campagne des primaires qu'on va doubler, pendant la campagne présidentielle qu'on va augmenter, et 3 mois après qu'on baisse de 5% ou 6%? Enfin, c'est factuel, ça, quand même. Et vous savez, ça a l'air d'être des chiffres, mais derrière, il y a des projets concrets, des projets qui concernent les régions, des projets de développement, qu'on a arrêtés brutalement. Oui, vous parlez de... Je vous pose une question, et mon hésitation, c'est que je vous parle d'une question et que vous n'aimez pas les miennes, hein? Mais non, c'est pas que j'aime pas les vôtres, c'est qu'on change, c'est-à-dire je vous pose une question sur un domaine et vous me ramenez sur un autre domaine, et que si je vous réponds, crac, nous allons dériver. C'est un exemple très concret. Moi, je peux vous parler d'un autre sujet, si vous voulez qu'on parle d'infrastructure. Non, alors attendez, Ils sont en train de revenir en arrière sur le canal Seine-Nord. Si vous voulez bien, on va revenir à la question que j'essayais de vous poser. Vous disiez, pendant la campagne présidentielle, François Hollande, en fait, a caché un certain nombre de choses, n'a pas annoncé. Il a annoncé ce retour à 3% et ensuite à l'équilibre, qui était une performance extraordinaire, tout de même, et extrêmement ambitieuse, sur lequel vous avez des doutes. Mais tout à l'heure, il n'y a pas que vous. Depuis tout à l'heure, vous êtes tous à dire François Hollande, c'est un type formidablement courageux. Il annonce des trucs qui sont vraiment ambitieux. Mais ce qui est courageux, c'est de faire, c'est pas d'annoncer. Tout le monde peut aller à un micro et annoncer des trucs formidablement ambitieux et avec l'air d'y mettre beaucoup de conviction. Ce qui est courageux, c'est de faire, pour le moment, moi ce que je dis, c'est qu'il a fait plein de dépenses. On peut en faire la liste ensemble depuis l'été. Et des dépenses dont certaines n'ont eu aucun impact. Parce que je vous donne un exemple très concret. Les quelques centimes de moins sur le litre d'essence pendant 3 mois. Vous savez combien ça a coûté, cette plaisanterie? Ça a coûté 300 millions d'euros. Donc ça a fait quelques centimes ou quelques euros de moins sur le plein pendant 3 mois. Rien de structurel. Hein. Ça aura rien changé ni au parc automobile français, ni à la construction des transports alternatifs. Et puis au bout de 3 mois, c'est reparti à la hausse. Et voilà. Donc il va être rattrapé par la réalité. Je voudrais que tout le monde ait la parole. Brice Couturier. Je voudrais reparler d'un problème de fond. C'est la compétitivité de nos entreprises. Tout le monde a compris, et la gauche l'a compris, elle le dit, qu'effectivement il y a un problème de charge sociale qui fait que nos entreprises ne sont pas compétitives, et surtout que l'emploi est pénalisé dans ce pays.
pays que le chef d'entreprise qui crée des emplois paye des impôts, et plus il crée des emplois, et plus il paye des impôts. Donc il y a une solution qui est alternative aujourd'hui, c'est de transférer une partie de ces charges sociales dont beaucoup sont indues, notamment celles qui financent la famille. On est d'accord que quand même que c'est pas sur l'emploi qu'on doit financer la famille, sur d'autres recettes fiscales. Par exemple, il y a l'idée d'une fiscalité écologique. Or, ce gouvernement est un gouvernement de coalition entre des socialistes, des sociodémocrates, donc, et des Verts. Est-ce que vous, qui avez été quand même en pointe à droite sur les questions écologistes, est-ce que vous pensez que là, il y a une bonne idée, une bonne logique que de redéployer les recettes fiscales du côté de ceux qui polluent, après tout? D'abord, Nathalie Kosciusko-Morizet. Déplacer les charges sociales depuis les salaires vers d'autres bases fiscales, c'est intelligent. C'est ce qu'on avait fait avec la TVA anti-délocalisation, que la gauche a dénoncé pendant toute la campagne, qu'elle a supprimé avant de refaire un peu la même chose, mais en moins bien, avec leur TVA sociale. Pourquoi un peu la même chose, mais en moins bien? Parce que ils augmentent la TVA sur des secteurs qui sont fragiles en termes d'emploi. Restauration, logement, travaux dans les logements. Donc moi, je pense que ça va avoir un impact assez négatif en termes d'emploi. Et pourquoi c'est moins bien? Parce qu'au lieu de baisser les charges directement, ils vont faire un crédit d'impôt, il faudra le calculer tous les ans, ce sera décalé d'un an pour le remboursement, les entreprises sauront pas quel remboursement elles vont avoir, bref, c'est la même philosophie, mais c'est moins bon. Est-ce qu'on peut le faire aussi à partir de fiscalité environnementale? Oui, bien sûr, c'est la même logique, encore une fois. On déplace la fiscalité qui pèse sur le travail, on veut plus de travail. La fiscalité, elle était construite à une époque où le travail n'était pas délocalisable, donc on taxait le travail. Aujourd'hui, le travail est délocalisable. On taxe ce dont on veut plus, c'est absurde. Donc taxons ce dont on veut moins, taxons la pollution. Mais là, il faudra nous expliquer pourquoi la gauche, en masse, a déféré devant le Conseil constitutionnel la taxe carbone qu'on avait fait dans la suite du Grenelle de l'environnement. Pourquoi à l'époque c'était pas bien et aujourd'hui ce le serait bien? Parce que je vous résume quand même, après le Grenelle de l'environnement, on fait la taxe carbone. C'était dans le pacte écologique de Nicolas Hulot. On fait la taxe carbone, on a du mal à la faire voter. C'était pas facile pour notre majorité. Mais dans la foulée, la gauche le transfère devant le Conseil constitutionnel et le fait annuler. On fait la TVA anti-délocalisation. Et puis Hollande explique pendant la campagne de manière bien démagogique que c'est pas ça qu'il faut faire. Dans la foulée, le supprime et puis remet plus ou moins la même chose, mais en moins bien, pour pas avoir l'air de faire exactement la même chose. Franchement, vous trouvez ça sérieux? Moi, j'ai l'impression que la politique bégaye avec François Hollande. Agnès Benassi-Kéré. Oui, je vais rester sur cette taxe carbone. Et puis nous parlerons ensuite du mariage pour tous. Il me semblait que... Sans transition, hein. Ah bah oui, pas de transition. On ne pourra pas parler de doigts. Il me semblait que le Conseil constitutionnel avait mis en avant une certaine inégalité de traitement entre les entreprises qui seraient soumises à la taxe carbone et celles qui ne l'étaient pas, mais en fait, qui sont soumises au marché de permis à émettre du carbone en Europe. Alors, maintenant, ce marché s'est effondré. On peut toujours pas mettre une taxe carbone parce qu'on va encore se heurter à cet argument constitutionnel. Donc, qu'est-ce que vous proposeriez? Comment est-ce que vous voyez une fiscalité écologique là-dedans? Et puis, qu'est-ce que aussi, les entreprises se plaignent beaucoup quand même de la fiscalité écologique en disant ça va créer une inégalité de traitement. Donc, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, aux idées de taxation aux frontières, de compensation carbone? Enfin, quel est votre point de vue sur tout cela? Alors, c'est deux sujets différents. La taxe carbone à l'intérieur de la France et la question de la compensation carbone, en fait, aux frontières de l'Europe. Sur la constitutionnalité de la taxe carbone, c'est un problème ancien qui est lié en fait aux dogmes fiscaux en France. Le dogme, c'est que la fiscalité, il faut chercher à la faire de la manière la moins douloureuse possible et du coup la moins incitatrice possible. Que l'objectif de la fiscalité, c'est de lever de l'argent et pas d'orienter les comportements. Ça, c'est l'histoire de la fiscalité en France. Bon, le problème, c'est que la fiscalité environnementale, c'est justement pas ça. Son objectif, c'est de changer les comportements, c'est de faire en sorte que vous polluez moins. Donc c'est un problème à résoudre dans une discussion avec des constitutionnalistes. Je pense que sur la base de l'annulation qu'on avait eue dans les suites du Grenelle de l'environnement, on doit pouvoir construire quelque chose. C'est un sujet différent de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Moi, j'ai proposé, dans le cadre de mon mouvement politique, la France droite, qu'on reconstruise nos politiques publiques au cours du concept de réciprocité. Je pense que la société se défait, au niveau national et international, de ce sentiment qu'ont les uns de toujours beaucoup donner
sans recevoir, et qu'il y en aurait d'autres qui recevraient sans donner. Le sentiment qu'il y a des relations unilatérales qui se créent à l'intérieur de la société, entre les personnes, entre les institutions, par exemple entre les entreprises et l'administration fiscale, ou au niveau international, entre les nations. Et l'Europe a probablement été trop naïve à cet égard, à vouloir, à prendre des engagements, à accepter des engagements, à beaucoup donner dans les accords commerciaux, sans suffisamment négocier pour elle. Sur la taxe carbone aux frontières de l'Europe, il ne faudrait pas utiliser le mot taxe, il faudrait juste utiliser le mot de compensation. Voilà, il s'agit de compenser le fait qu'on prend des engagements, qu'on fait des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et que ce qui a été fabriqué dans des pays qui n'ont pas d'engagement au titre de la lutte contre le changement climatique n'a pas été soumis aux mêmes contraintes, et ça se compense, ça se paye. Un dernier petit mot sur le sujet, Agnès, mais ensuite on passe à autre chose. Je vois que vous voulez intervenir. Mais... Est-ce que vous n'avez pas peur des mesures de rétorsion des autres pays? Et puis vous avez pris position en faveur d'une organisation mondiale du climat ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous y croyez vraiment quand on regarde l'OMC, les négociations qui sont enlisées? Est-ce que ça va faciliter vraiment? On ne peut pas poursuivre. Enfin, l'OMC, ça a été négocié à une époque où on avait une autre vision et peut-être d'autres attentes vis-à-vis de la mondialisation. Et pour moi, l'ordre international aujourd'hui est très insatisfaisant. Et ça marche sur la tête. Et ça avance pas en plus. Regardez ce qui s'est passé à Doha. Je vous résume en 2 minutes. Du temps de Kyoto, protocole de Kyoto 1998, on a passé un accord entre les pays développés pour la réduction d'émissions. Et puis on a dit, l'objectif dans une deuxième étape, c'est de faire en sorte que les pays émergents nous rejoignent. Comme ça, tout le monde sera engagé dans des réductions d'émissions. C'est normal, de toute façon, une tonne de CO2 émise ici, une tonne de CO2 émise là, c'est pareil du point de vue de l'équilibre de la planète. On a négocié pendant des années pour obtenir ça. Et bien là, ce qui a été négocié à Doha, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que non seulement les pays émergents vont pas être dans l'accord, mais en plus, il y a moins de pays développés qui en avaient du temps de Kyoto. L'accord de Doha, il va représenter seulement 15% des émissions. Ça devient absurde. Et pour lutter contre ces émissions, vous avez vu qu'au fond, il y a aussi une sorte de paradoxe sur la question du nucléaire, puisqu'au fond, de très nombreux pays annoncent repartir vers le nucléaire, et notamment particulièrement le Japon, qui, dans le moratoire, va s'arrêter, parce qu'il y a une facture écologique qui, pour l'instant, semble convenir à l'idée qu'il faut repartir sur des questions nucléaires, l'Allemagne et le Japon. Le nucléaire, dans un système de production d'électricité centralisé, a toutes sortes d'avantages. Des avantages en termes d'indépendance énergétique, des avantages en termes de non-émission de gaz à effet de serre. On n'est pas dans le moment des paradoxes, cela dit, par rapport à ce qui s'était passé et aux décisions qui étaient, a priori, de reculer plutôt sur la question. Attention, pour nos auditeurs, il ne faut pas opposer nucléaire et énergie renouvelable, notamment en termes de système. Dans un système très centralisé, avec un très bon réseau électrique, le nucléaire, ça a du sens. Dans beaucoup de pays en développement, quand vous n'avez pas le gros réseau électrique, de toute façon, c'est moins cher tout de suite de mettre en place des énergies renouvelables parce qu'elles sont décentralisées et qu'elles ne nécessitent pas les mêmes réseaux. Mais c'est aussi des pays qui n'ont pas la même industrie lourde que nous. Quand vous avez de l'industrie lourde et que vous avez besoin d'avoir un approvisionnement en électricité pas cher et très stable, vous ne pouvez pas le faire seulement avec de l'énergie intermittente renouvelable. Autre sujet de société, s'il a qui suscite de nombreux débats, le mariage pour tous, Hubert Vertas. Oui, c'est une question qui suscite les passions, et on les sent monter sur cette question. Il semble qu'on s'achemine vers une espèce de bataille droite-gauche, alors que très clairement, les nuances au minimum, parfois les clivages, passent à l'intérieur même des camps. Vous-même, est-ce que vous irez manifester le 13 janvier, comme le souhaite Jean-François Copé, donc contre le mariage et contre la PMA, etc. D'abord, moi je partage votre sentiment que ça ne devrait pas être l'objet d'un clivage droite-gauche. Et le meilleur moyen pour ça, c'est que les partis politiques laissent la liberté de vote à leurs parlementaires. Ce que le Parti socialiste a annoncé, il ne ferait pas. Le Parti socialiste a dit... voilà, nous ne laisserons pas la liberté de vote, nous souhaitons que les parlementaires votent en bloc. Moi je dis, sur les sujets de société, c'est pas bien. Parce que le sujet de société, ça renvoie à des choses très personnelles, et la pratique, c'est que les partis politiques laissent une forme de liberté. Sur la question de la manifestation, moi je l'ai dit, je le redis, je voudrais être bien sûr des slogans.
voilà, je voudrais être bien sûr des slogans. Il y a dans cette manifestation, manifestement les personnes qui l'organisent, vraiment des positions que je partage. J'ai vu qu'il y avait d'autres associations qui voulaient s'y joindre, dont je partage ni les excès, ni le fond des prises de position. Sur le fond, ma position est la suivante. Tout ce qui peut permettre de simplifier, de résoudre les problèmes concrets encore posés par le Pacs aujourd'hui pour l'union homosexuelle est le bienvenu. Il y a des problèmes aujourd'hui dans le Pacs. Il y a un problème un peu de statut, le fait que ce soit signé au greffe du tribunal, c'est pas idéal, quoi. C'est pas ce qu'on attend pour un moment où on rende public cette bonne nouvelle qui est une union. Il y a des problèmes aussi très concrets, notamment au moment du décès d'un des deux partenaires. Et ça, on doit y trouver une réponse. En revanche, je suis très réservée sur ce qui concerne l'adoption et singulièrement tout ce qui peut bousculer les conditions de la filiation. Voilà, je crois que que la gauche, en nous proposant une loi qui associe et imbrique complètement les deux, fait une erreur j'allais dire politique, non, ils la font pour des motifs politiques, justement pour que ça devienne un clivage droite-gauche. Mais je pense que c'est une erreur parce que je pense qu'on peut être pour l'un et vraiment réservé pour des raisons de fond pour l'autre. Concernant les raisons de fond, je voudrais juste vous dire que l'adoption, c'est quand même donner une famille à un enfant. C'est pas donner un enfant à une famille. C'est un peu les deux. Hein. Non, justement, je suis pas d'accord. Je voudrais vous demander, puis on va en terminer avec ce chapitre, est-ce que vous allez demander à l'intérieur de votre parti cette liberté de vote sur cette question-là? J'ai surtout demandé hier en bureau politique à ce que cette position que j'ai exprimée soit clarifiée avant la manifestation. On a un parlementaire, Daniel Fasquelle, qui a construit une proposition d'union civile, une proposition pour résoudre les problèmes très concrets que pose le Pacs. Moi, j'aimerais qu'on la porte. Et dans ce cas-là, je trouve que la position, si vous voulez, serait plus claire. Voilà, on est pour résoudre les problèmes concrets des couples homosexuels, on n'est pas pour bousculer les conditions de la filiation. Et sur la base de cet équilibre-là, la manif, oui. Brice Couturier. À propos de la liberté de vote, j'aurais juste rappelé ce bon mot d'un Premier ministre britannique qui disait « Vous voterez comme un gentleman avec vos amis et non pas selon vos idées comme un voyou. » C'est une plaisanterie. Mais je voudrais juste vous demander si vous n'avez pas le sentiment, comme beaucoup d'observateurs politiques, que cette focalisation du gouvernement actuellement sur ce double problème, effectivement, je suis d'accord avec vous, qui sont habilement mêlés, qui est celui du mariage homosexuel qui fait l'objet d'un fort consensus dans l'opinion et celui de l'adoption qui ne fait pas l'objet du même consensus, ce n'est pas simplement une espèce de diversion inventée par un gouvernement qui effectivement a de graves problèmes sociaux, de graves problèmes d'emploi, de graves problèmes financiers et qui, plutôt que de satisfaire sa base électorale populaire en essayant d'augmenter le pouvoir d'achat, fait diversion effectivement du côté de sujets qui préoccupent plus finalement les bobos des centres-villes. Si, bien sûr, mais ça c'est quelque chose que nous on dit depuis déjà plusieurs mois. Il y a des leurres. Et le gouvernement lance des leurres pour attirer l'attention et faire oublier qu'il se passe pas grand-chose par ailleurs et que c'est bien difficile. Qu'on le dise, c'est pas original. Ce qui est plus nouveau, c'est qu'il y a une partie de la gauche qui commence à le dire. Il y a eu une lettre récemment, la députée socialiste, dont je partage pas le fond, mais qui interpellait François Hollande et qui commençait à dire la même chose. À dire, voilà, le chiffon rouge, la mouletta, là, on a bien compris, mais on aimerait aussi parler du fond. François. Allez, la dernière question. François Hollande est en Algérie. A priori, il ne va pas, aujourd'hui, va prononcer le discours le plus important de ce voyage. Il n'y aura pas de repentance dans ce discours. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous l'auriez souhaité vous-même ou est-ce que vous approuvez cette retenue? Non, moi je suis pour l'histoire. Pas pour la repentance. L'histoire, oui, la repentance, non. L'analyse, oui, les excuses, non. Pour plusieurs raisons. D'abord, je crois qu'il faut pouvoir lire l'histoire intégralement, sans rien cacher, sans rien masquer, mais dans son intégralité, elle est bien plus compliquée que ce type de geste qu'on pourrait faire. Et puis de toute façon, ce serait faire un geste en quelque sorte sur le dos de la génération d'il y a 50 ans, pour celle d'aujourd'hui, alors que c'est pas ce qu'attend celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, les Algériens de la génération nouvelle? Est-ce que c'est vraiment ça? Certains en parlent. On l'entend dans les reportages. Dans ceux qui ont 20 ans, franchement, vous les sentez très mobilisés sur le sujet.
Moi, je les sens mobilisés sur d'autres sujets, des sujets économiques et sociaux, des questions politiques aussi, des questions de liberté politique, mais pas cette question-là. Je crois qu'elle doit maintenant être abordée avec, encore une fois, sans tabou, avec toute l'ouverture nécessaire, mais comme une question historique.